Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. We are broadcasting live from our headquarters here in Akwa in the city of Douala. We'll begin right away with our headlines. Modest Mopa, the Director General of Taxes, has continued his working visit here in the city of Douala. The aim of his visit to large companies and the chambers of commerce and equally socio-professional groups is to present tax reforms and innovation of the 2023 finance law. Also in this newscast, 3 cabinet ministers led by Louis Paul Mutaze, the Minister of Finance, have visited the National Refinery Corporation Sonara in Limbe Southwest region recently. The first session of the steering committee meeting is aimed at examining and validating the draft framework for the reconstruction and rehabilitation of Sonara. Thanks for joining us on the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you, Lila. Bonsoir. Bonsoir à vous, Catherine Koné. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Préparation de la prochaine loi de finances, le directeur général des impôts poursuit ses consultations avec les opérateurs économiques de la capitale économique du Cameroun. Après avoir rencontré les membres du groupement interpatronal du Cameroun, en abrégé JICAM, c'était hier, Modeste Mopa a rencontré le secteur privé aujourd'hui à la Chambre de commerce de Bonanjo. Compte rendu de cette concertation avec vous, Makedali Djinochon. Il y a beaucoup de progrès. Face aux opérateurs économiques du secteur privé ce vendredi ici, à la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat de Douala, le directeur général des impôts rappelle d'emblée l'objet de son séjour actuel dans la cité économique. Je suis venu à Douala, comme je l'ai indiqué mardi dernier, pour essayer engager avec la communauté des affaires un dialogue autour de la préparation de la prochaine loi de finances, celle de 2023, et d'une façon générale autour des propositions de réformes qui peuvent contribuer à améliorer notre système fiscal. Ceci bien évidemment au lendemain de la signature par le président de la République de la circulaire relative à la préparation du budget. Une circulaire qui fixe les orientations relatives à la préparation du prochain budget de l'État du Cameroun. Ces orientations sont claires. Il faut continuer dans un contexte économique, international et national difficile, à mobiliser les ressources publiques pour permettre à l'État d'assumer ses charges, les charges publiques, les charges liées à la sécurité, à la construction des infrastructures, au social, notamment à la santé, à l'éducation. Tout cela doit se financer et la principale source de financement, c'est l'impôt. À cet effet, les stratégies de mobilisation des ressources ont donné lieu aux échanges entre le directeur général des impôts et les opérateurs économiques. Ceux-ci ont mis l'accent, entre autres, sur l'import-substitution. Oui, l'import-substitution est quelque chose de très important parce que vous savez, c'est le domaine où l'État peut élargir l'assiette fiscale. En faisant la transformation de cru, en embauchant le personnel camerounais, ça peut faire en sorte que l'assiette fiscale soit élargie. Nous avons soumis pas mal de projets, comme je vous ai dit, et nous laissons le soin à l'administration et au gouvernement d'en prendre compte et de faire appel à nous pour qu'on puisse l'aider à réaliser ce souhait. C'est la première fois dans l'histoire de la Chambre de commerce qu'un directeur général de l'administration fiscale vient rencontrer les représentants du secteur privé, tient à préciser le président de la CECIMA. Une étape qui marque d'ailleurs la fin de la visite de travail du directeur général des impôts à Douala. We now take you to the southwest region of the country, precisely Limbe, where the Minister of Finance, Louis Paul Mutaze, held the first session of the steering committee meeting for the reconstruction and rehabilitation of Sonara. The session, which had in attendance the Minister of Water and Energy, Gaston Ilundu Isumba, and other ministers as well as authorities, took place recently at the conference hall of Sonara. Details in the following report.
An interministerial committee in charge with the implementation of the restructuring and rehabilitation measures of the National Oil Refinery Sonara had their first session of the steering committee meeting. The session, which took place recently at the conference hall of Sonara, was chaired by the Minister of Finance, Louis Paul Mutaze, who doubles as the chairman of the committee. During the meeting, the Minister of Finance revealed that the committee is aimed at examining and validating the draft framework agreement for the reconstruction and rehabilitation of Sonara as instructed by the head of state. What I can say is that you have noticed the presence of three ministers here, and all the other members of the steering committee that have been put in place. This is to let everybody understand that we have committed ourselves, that the restructuration of Sonara is on good track. And this is why we came here today, so as to take the first decisions to let this project go on good track, as what I said. And I can let you know that we have committed ourselves, it's a commitment, and we have begun our work. Some of the decisions have already been taken, the other decisions will be taken very, very soon. Thank you. The over 3 hours closed-door steering committee meeting saw the presence of the Minister of Water and Energy, Gaston Elundo Isumba, the Minister Delegates to the Minister of Economic Planning and Regional Development, Paul Tasson, and other administrative authorities. Reconstruction de la Sonara, vous l'avez compris à travers ce reportage. 3 membres du gouvernement ont récemment séjourné dans la région du Sud-Ouest. Il s'agit du ministre des Finances, par ailleurs président du comité de pilotage de ce projet, mais également du ministre de l'Eau et de l'Énergie et du ministre délégué à l'économie. Principal plan à l'ordre du jour, la reconstruction et la restructuration de la Sonara. Je vous propose d'écouter Lupo Mutaze. Dire que la présence de 3 membres du gouvernement ici, que ce soit le ministre des Finances qui est président du comité de pilotage, que ce soit le ministre de tutelle technique, le ministre de l'Eau et de l'Énergie qui est le vice-président du comité, que ce soit le ministre délégué à l'économie, la présence de tous ces membres du gouvernement et des autres membres du comité de pilotage traduit la détermination du gouvernement à parachever le processus de réhabilitation, restructuration de la Sonara. Vous savez que le chef de l'État a pris un certain nombre de mesures pour la réhabilitation de la Sonara. Pour dire le vrai, beaucoup de ces mesures ont déjà commencé à être appliquées. La restructuration bancaire a déjà eu lieu. Le ministre des Finances, c'est-à-dire moi-même, je signe en principe la semaine prochaine avec l'un des traders qu'on appelle Vitol, convention de restructuration de sa créance commerciale, parce que nous avions une dette commerciale, nous avions des traders également. Donc un certain nombre de mesures ont déjà été appliquées. Le chef de l'État a également pris des mesures pour que la Sonara dispose d'une ligne pour pouvoir rembourser les dettes. Donc ça veut dire qu'un travail a déjà commencé. Le secrétariat technique du comité de pilotage s'est mis à l'œuvre et nous a proposé non seulement un projet de plan d'action, un projet de consultation, un projet de ceci, de cela, un projet de budget. C'est ce que nous sommes venus examiner ici. Donc pour vous dire qu'à l'heure actuelle, nous pensons que le projet qui est si cher au chef de l'État et aux populations en général. Relance du septentrion, les élites de la région de l'extrême nord veulent booster le développement économique de leur région, frappée depuis quelques années déjà, depuis 2014 pour être plus précis, par une violente crise sécuritaire. Et c'est à travers le projet Far North Business Week qui vient d'être mis sur pied, un projet qui se tiendra en novembre prochain et qui ambitionne d'attirer les investisseurs dans cette partie du Cameroun. Olivier Bouzique. Secoué depuis 2014 par les attaques de la secte Boko Haram, le développement économique de la région de l'extrême nord piétine. Sur le plan économique, nous avons beaucoup de potentialités qui ont été affectées effectivement par les derniers problèmes de Boko Haram qui est maintenant fini, le problème du changement climatique. Et nous voulons relancer l'économie de cette région à travers ce Far North Business Forum. Pourtant, la région a des atouts indéniables sur les plans agricoles, touristiques, énergétiques, éducatifs. Bref,
Dans la quasi-totalité des secteurs clés du développement local, les élites sont unanimes sur un point, il faut booster la région. La stratégie adoptée est l'organisation d'une plateforme d'échange baptisée Far North Business Week qui ambitionne rassembler des milliers d'investisseurs locaux et étrangers pour une opération de charme. Nous voulons des investisseurs qui veulent gagner de l'argent, organiser un partenariat gagnant-gagnant. Nous allons voir avec l'appui de l'État les facilités que nous offrir pour faciliter ces investissements. Et on compte sur vous pour mobiliser les investisseurs, les élites, toute la population pour s'intéresser aux potentialités de la région de l'extrême nord. L'événement se tiendra à l'extrême nord du 9 au 19 novembre 2022 sous le thème « Relancer l'économie de la région extrême nord, une terre d'opportunités et de paix ». Et on reste avec vous, Olivier Bouzik, pour parler de la cérémonie de parrainage de la nouvelle promotion de la filière administration des affaires sociales de l'INAM. Cérémonie présidée il y a quelques heures seulement à Yaoundé par le ministre des Affaires sociales. 35 au total, ils devront veiller à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'affaires sociales. L'UNES va bientôt se doter de 35 nouveaux administrateurs des affaires sociales. Arrivés en fin de formation à l'École nationale d'administration et de magistrature, ils appartiennent à la promotion Résilience 2020-2022 et ont pour marraine la ministre des Affaires sociales. Pauline Irène Guéné aura en effet été l'un de leurs principaux soutiens au cours de leur formation. C'est très important pour nous de savoir qu'on a une responsabilité énorme dans ce milieu, dans le travail social, et que nous devons être prêtes parce que ça ne sera pas facile. Nous allons travailler et assurer que dans la mise en œuvre des politiques publiques, que le domaine, le volet social soit pris en compte. Cette cérémonie de parrainage est une tradition respectée dans cette filière puisqu'elle a été expérimentée en 2018 à la faveur du parrainage de la promotion Solidarité africaine. Ils appartiennent désormais à la grande famille des affaires sociales et ils ont reçu promesse de leur marraine pour un accompagnement professionnel durant leur carrière. Je vous engage en retour à promouvoir l'excellence, l'éthique professionnelle et la probité dans votre future carrière professionnelle. Mettez à la disposition des décideurs vos compétences en matière de protection sociale adaptative, d'entrepreneuriat social, qui est notre maître mot au ministère des Affaires sociales, de développement inclusif, ainsi que dans la maîtrise des risques sociaux et humains de politiques, programmes et projets, pour ne citer que ces quelques spécialités de votre riche ingénierie. La remise du flambeau par leurs aînés académiques et des certificats de parrainage symbolise leur adhésion définitive dans le travail social au Cameroun. Et mardi dernier, le gouvernement, à travers le ministre des Affaires sociales, a présenté le bilan des mesures en faveur des personnes handicapées au Cameroun. Un bilan qui intervient 4 mois après l'arrêté du Premier ministre relatif à la dispense d'âge des personnes handicapées lors des concours administratifs et des recrutements dans la fonction publique. Et lors du lancement des derniers concours, il y a quelques semaines, le ministre de la fonction publique a annoncé la mise en application immédiate de cet arrêté. Ces personnes handicapées saluent certes cette mesure, mais regrettent certains dysfonctionnements liés à son application sur le terrain. Makeda, Lydie, Nyotiom et Julie Pau. Décembre 2021, le collectif des aveugles et malvoyants indignés du Cameroun, en abrégé CAMIC, voit le jour à la suite de l'échec des personnes malvoyantes au concours d'intégration dans la fonction publique. Ce collectif est né en 2020. En 2021, en décembre 2021, parce qu'il y a 3 de nos frères non-voyants qui ont fait le concours d'intégration des 10 journalistes, d'intégration dans la fonction publique. Ils ont été tous admissibles. Il y a un même qui est sur la liste d'attente, donc disons qui était sur la liste d'attente. Nous, on croyait qu'au moins l'État va au moins admettre un des 3. Malheureusement, aucun n'a été admis. Et ce n'est pas la première fois. Plusieurs fois, les non-voyants font le concours au Cameroun, les handicapés en général, mais ils sont admissibles, mais on ne les intègre pas. Titulaire d'un baccalauréat depuis 1992, cette handicapée n'a toujours pas réussi à être intégrée au sein d'une entreprise
malgré ses nombreuses recherches d'un travail décent. J'ai eu le bac en 92, donc je n'ai jamais pu m'insérer quelque part. Vous voyez, nous tous, nous sommes nombreux, là, il y a des licenciés, il y en a partout. Mais à tous les niveaux, on nous fait comprendre que nous ne pouvons pas remplir nos tâches sans pouvoir nous mettre sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on peut juger si tu peux ou pas. Je suis un exemple vraiment concret de cette catégorie de personnes qui en souffrent. L'extension, même pas seulement socio-professionnelle, socio-économique à tous les niveaux, la marginalisation au niveau de la famille, au niveau de la société, nous en souffrons énormément. Face à cette situation, le gouvernement décide le 19 mai 2022 de revoir les conditions de recrutement des personnes handicapées. Un arrêté signé du Premier ministre Joseph Ndiongouté fixe alors les modalités de la dispense d'âge aux personnes handicapées lors des concours administratifs et des recrutements dans la fonction publique. Nonobstant le bénéfice de la dispense d'âge, les admissions définitives au concours ou recrutement ne sont prononcées qu'en cas de compatibilité du poste avec la nature du handicap. De même, la personne handicapée qui bénéficie de la dispense d'âge peut de nouveau bénéficier de ces dispositions lors de son intégration, ainsi que pour un plafond de 5 ans maximum au-dessus de l'âge limite, précise l'arrêté du chef du gouvernement. De la parole à l'acte, cette mesure en faveur des personnes handicapées a été immédiatement prise en compte lors du lancement en août 2022 du plan de recrutement de près de 4000 nouveaux personnels dans la fonction publique. Dans le souci de rationalisation de la gestion des ressources humaines de l'État, les projections de recrutement pour l'exercice en cours n'ont visé que certains corps des services administratifs, financiers et techniques, eu égard aux priorités définies dans la stratégie nationale de développement SND 30. Dès cet exercice, les personnes handicapées bénéficient d'office d'une dispense d'âge lors des concours administratifs et des recrutements dans la fonction publique de l'État. Sauf que sur le terrain, les personnes handicapées regrettent l'absence de communication autour de cette mesure gouvernementale. On est au Cameroun et on s'est dit on verra bien au niveau de la mise en application de cette loi promulguée par le Premier ministre. Et tout de suite après, on a vu qu'il y a un certain nombre d'écarts. Pas d'écarts, mais la prise en compte n'a pas été immédiate. On a lancé un recrutement, je ne maîtrise pas très bien, il y a 2 semaines. Et ça se discute dans des forums de personnes vivant avec le handicap. Il y a des étudiants qui sont allés postuler et sur les fiches de renseignement, il n'y a pas une case où on retrouve mentionné la dispense d'âge. Il n'y a pas une case où est proposé les quotas, parce qu'il y a un problème de quotas. Donc la prise en compte de la dimension handicap a encore du chemin à faire. Pour moi, la dispense d'âge n'est qu'un début. Au Cameroun, la loi du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées stipule que les personnes handicapées justifiant d'une formation professionnelle ou scolaire bénéficient des mesures préférentielles, notamment la dispense d'âge lors des recrutements aux emplois publics et privés par rapport aux personnes valides lorsque le poste est compatible avec leur état. Fin de citation. La Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées ratifiée par le Cameroun en décembre 2021 indique également que l'État doit prendre des mesures pour employer des personnes handicapées dans le secteur public. Des dispositions qui se concrétisent peu à peu sur le terrain. Et que pensent les associations des personnes handicapées du respect par le Cameroun de ces instruments juridiques ratifiés dans le cadre de leur protection? Nos reporters ont rencontré Sandra Bien-Aimé Yembel, président de Synergie nationale des associations des personnes handicapées au Cameroun. Il revient notamment sur les difficultés relatives à la mise en application concrète de la mesure de la dispense d'âge relevée sur le terrain. On était très contents et on a compris que le gouvernement, les pouvoirs publics sont en train de faire des efforts dans le sens de l'amélioration, dans la prise en compte de la dimension handicap. Maintenant, le problème que nous avons dans la recherche de l'emploi, c'est le problème que tout le monde rencontre, même les valides. Mais le nôtre, il y a d'abord l'accès à l'information, le manque d'aménagement
adapté pour eux, la constitution des dossiers de candidature. Qu'est-ce qu'ils appellent le manque d'encadrement? Il faut seulement voir à la sous-préfecture comment les gens sont alignés pour faire authentifier leur diplôme. Les handicapés avec. Alors, il aurait suffi qu'on prenne juste un petit kiosque à côté pour aménager un endroit spécifique pour des personnes handicapées, pour éviter la longue file d'attente et les bousculades. Et maintenant, l'accès à l'information, comment est-ce qu'on a l'accès? Comment est-ce qu'on a l'information? Nous, à la Synergie, on a été obligés de nous mobiliser pour se constituer un petit comité pour faire le tour, pour aller vers des pairs, nos compères handicapés, organiser des séminaires pour leur dire, OK, pour ceux qui sont diplômés, voici ce qui est possible dès maintenant. Des personnes handicapées sont des personnes spécifiques. Si un handicapé a la chance d'être là au secours de la télé, lors du journal de 20h, est-ce que, par exemple, le malentendant, est-ce que ce journal est traduit? Est-ce que la presse a prévu, la presse publique surtout, est-ce qu'elle a prévu un coupon de page en braille pour que si un handicapé peut, l'aveugle je veux parler, s'il a accès, s'il peut avoir l'argent pour acheter son journal, est-ce qu'il peut lire à partir du journal publié par les pouvoirs publics qu'il y a un concours en vue? Maintenant, en dehors de ça, que font les maires pour relayer l'information? Surtout, une information capitale comme la dispense d'âge pour les concours d'entrée dans la fonction publique. We now talk about education. 2 weeks into the new school year in Cameroon, all has not been bed of roses for some pupils and students who have been displaced by the crisis in the two English-speaking regions of the country, currently or presently living in Bonaberi in the Douala 4 municipality. According to these teachers, many of them do not possess didactic materials for effective schooling. Details with Josephine Binzi and Emmanuel Tiwi. The ordeals of internally displaced children is more than heartbreaking. We are in the Douala 4 municipality, Bonaberi, where teachers are explaining the difficult learning conditions under which some of these children come to study in. Of 20, I have at least 8 IDPs in my class, and with these 8 IDPs, 4 of them are there with at least 2 books, and then the other 4 are there, no book even. So with us, here in Amazing Grace, we don't know how we are going to manage for these children to cope within our school milieu in order to complete the school year with 2 books for a people. So with us here, it's very, very difficult on our side. It's very difficult on our side. These people of Class 6 recounts the strong motivation behind their displacement. I left the village because of crisis, and I am from the southwest region. And I left the village because of gunshot, and there was no school there. So that's why I left the village, and there was one of my auntie here that I came and continued school with her. The school proprietress is laying down some steps, however, to fit IDPs into the school milieu. Close to the proprietors of the school, and the proprietors have seen the living of the parent. The proprietor decided that no, these children should come to school. And that is how she has been deciding that no, instead of the children staying at home, doing nothing, the children should come at home. She's the one who have given the children, because there are 5 of them, that have given the children books to write in. One of the fundamental rights of a child is education, protection from harm, just to name a few. This primary school may be one of 1,000 schools in Cameroon where displaced children are still feeling the impact of the unrest in the restive regions. And now, in line with the International Day of the Protection of the Ozone Layer, celebrated every September 16, our reporter Oni Ladonet sought to find out the reason for the constant rainfall in the city of Douala. Her report. The heavy rainfall, high temperature, violent winds, or floods experienced in Douala are some evidence of climate change. In the space of 1 year, meteorologists reveal the water level has increased by 130 millimeters in the economic capital. Qui a une nette augmentation des pluies, si je m'en tiens à la ville de Douala, entre l'année dernière
Et cette année, l'année dernière, c'est-à-dire... In the city of Douala, we have been experiencing heavy rainfall between last year and this year. In the month of August 2021, the water level was at 600 millimeter, as indicated by the meteorological station. In August of 2022, we observed an increase, as the water now stands at 729 millimeter, an increase of over 130 millimeter. Millimètres de hauteur d'eau recueillie, soit une augmentation d'à peu près 130. This is as a result of several human and natural factors such as deforestation, pollution, or even the release of greenhouse gas. La nature soit de plus en plus détruite par l'homme lui-même, qui se retrouve par ironie. Nature is constantly being destroyed by man, who ironically is the first victim of his atrocities committed through deforestation, concentration of harmful gas in the air, uncivil acts like pollution, just to name a few. D'incivisme, notamment les problèmes d'assainissement urbain, ainsi de suite. The outcome of these can be adverse. Et si nous revenons au mois à l'année 2020, on se rend compte qu'à l'année 2020, nous étions à 493. If we are to look at 2020, we understand that we were at 483 millimeter. With time, we notice rain has increased. This precipitation brings about risk like flooding, which is a major problem in Douala. Des inondations qui constituent, comme vous le savez, une problématique urbaine importante dans la capitale économique de notre pays. Several solutions like preserving the ecosystem, the usage of clean energy, or better still adapting to the new climatic condition has been recommended. And now Konsamba 1 has been declared winner of the cleanest municipality, followed by the Douala 2 subdivision with 64.5 points. The campaign launched by authorities in the city of Douala is aimed at reinforcing cleanups in the littoral region every Thursday morning. Details with Josephine Binti. Following the regional competition for the cleanest municipalities, Nkong-Samba 1 has been proclaimed winner with 73 points, closely followed by the Douala 2 municipality. To encourage those mayors to encourage and to salute the behavior of population, youth groups, women groups. They are accompanying municipality within the context of sensitization concerning hygiene in those municipalities. So we are proud today that we have 4 councils who are very clean in our region. The cleanest subdivision is in a bid to intensify cleanup campaigns in the littoral region every Thursday mornings. Mayors and administrative authorities, they are sensitizing people to respect this Thursday morning, which that everybody is cleaning his compound and his shops. So we will continue with this sensitization, and we hope that population will follow administration initiative, and we will be sure that the littoral region is clean. Thank you, sir. This comes in a time where many have toned down on Thursday morning cleanups instituted by the Douala Urban Council to manage refuse throughout the littoral region. Being the economic corridor of the country, its sanitary state must depict its status. Thus, it is mandatory to observe this sanitary code instituted by administrative authorities. And now, before we get into our international page, the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph Diangote, will be representing the Head of State in the UK at the funeral of Queen Elizabeth II, scheduled for Monday, September 19, 2022. He will be accompanied by the Minister Delegate, the Minister of External Relations in charge of cooperation with the Commonwealth, Félix Mbanyo. We'll continue in the French language with you, Leila. Et il est depuis ce 15
15 septembre, Catherine Koné, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République du Cameroun. Monsieur Thierry Lemarchand, général de corps d'armée, est nommé en remplacement de Christophe Guilou, appelé à d'autres fonctions. Et avec VOA, on fait le round-up de l'actualité africaine avec notamment des escales au Mali, où 2 membres de l'ambassade de France ont été interpellés alors qu'ils prenaient des photos d'un stade de football. S'ils ont été libérés un jour plus tard, c'est la dégradation du climat entre Paris et Bamako qui interpelle. Et c'est le même climat délétère qui règne entre le Mali et la Côte d'Ivoire alors que 46 soldats ivoiriens restent détenus par la junte au pouvoir. Nous irons également au Nigeria où des bombardements de l'armée ont occasionné la fuite vers le Niger de plusieurs djihadistes. Au Mali, 2 membres de l'ambassade de France ont été interpellés tandis qu'ils prenaient des photos d'un terrain de football jeudi et libérés vendredi, a-t-on appris de sources diplomatiques, dans un contexte de dégradation continue des relations entre Paris et Bamako. La junte au pouvoir au Mali a prolongé jeudi le bras de fer diplomatique avec la Côte d'Ivoire sur le sort de 46 soldats ivoiriens détenus en l'assortissant d'une mise en garde à l'adresse de l'organisation sous-régionale CEDEAO contre toute instrumentalisation par les autorités ivoiriennes. Au Nigeria, des centaines de djihadistes de Boko Haram ont fui leurs repères dans le nord-est pour le Niger à cause de bombardements de l'armée et d'importantes inondations en cette saison des pluies, ont indiqué des sources locales. Le Parlement ougandais a fustigé les législateurs européens à propos d'une résolution condamnant un énorme projet pétrolier de 10 milliards de dollars en Afrique de l'Est et appelant à son report. Des groupes environnementaux affirment qu'il menace les moyens de subsistance de dizaines de milliers de personnes et les écosystèmes fragiles de la région. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir, bonsoir à vous, Catherine Koné. Good evening once more, Leila. Thanks for watching the 8 p.m. Balinga Newscast on Spectrum Television. See you tomorrow. Good night.